Qui peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera le monde dans un quart de siècle? Si on voit la dynamique actuelle, et si on voit toutes les nouveautés, les invariants qu'on n'avait jamais vus, qui nous arrivent tous les jours, ben, la Chine pourrait être le leader incontesté du monde. Seulement, ces événements inédits se succèdent à une telle vitesse et dans un tel désordre que personne ne peut réellement le prédire. À part, bien sûr, Xi Jinping, qui pendant ses 2 premiers mandats évoquait les étapes de ses 2 objectifs centenaires. Le premier, il consistait à marquer le centenaire du Parti communiste chinois, qui a été fondé en 1921, en éliminant l'extrême pauvreté rurale en Chine et en atteignant ce que Xi Jinping appelle une société Jiaokang. On pourrait traduire ça en français par une relative aisance, une certaine forme de sérénité, une prospérité modérée, on va dire. Et malgré la pandémie de Covid, la Chine a conclu triomphalement la campagne anti-pauvreté du 13e plan quinquennal 2016-2020 en déclarant le premier objectif centenaire atteint dans les temps pour 2021, le centenaire du Parti communiste chinois. Mais le second objectif centenaire, lui, est plus compliqué. Il consiste à marquer le centenaire de la République populaire de Chine, qui a été fondée en 1949, en transformant le pays d'ici 2049 en un grand pays socialiste moderne, selon la formule officielle, c'est-à-dire un pays prospère, un pays fort, un pays démocratique, un pays culturellement avancé et même un pays harmonieux et beau, je cite. Selon la périodisation marxiste qui a été adoptée par le Parti communiste chinois, cette société à venir en 2049 correspondrait pleinement à ce que Karl Marx appelait dans ses livres la première phase de la société communiste, et notamment dans un livre qui s'appelle La critique du programme de Gotha, qui a été publié en 1875. Cette phase qu'on dit socialiste résulte en fait de la prise du pouvoir par le prolétariat, qui est censé prendre le contrôle de tous les leviers de l'économie, donc pas de toutes les entreprises, mais de tous les grands moyens de production collectifs, pour créer un nouvel État qui serait fondé sur la dictature du prolétariat, afin de s'assurer que le capitalisme soit renversé à l'échelle mondiale. Et c'est là le sujet de la Chine, c'est que ce sont les derniers à rêver d'une révolution marxiste, dans un capitalisme d'État. Parce que pour Marx, cette révolution, elle implique d'abord l'abolition de la propriété privée, des grands moyens de production, mais surtout l'introduction du contrôle ouvrier sur ces moyens de production, sur ces grands moyens de production. Elle implique donc d'abord la planification économique pluriannuelle, ça les Chinois ils savent faire, mais aussi la mise en place d'un processus de démocratie directe pour transformer les institutions de l'État, de ce qu'on pourrait appeler l'État bourgeois. Et c'est cette phase de la généralisation du modèle, à chacun selon son travail, comme dit Marx, que les Chinois ne maîtrisent pas du tout, ou passent sous silence. Pourtant, en 2049, c'est encore très loin certes, mais Xi Jinping a tout de même peu de chance d'être encore vivant, d'être encore au pouvoir. Il aura 96 ans. Et donc son discours aujourd'hui se focalise sur une étape plus intermédiaire, on va dire, un peu moins éloignée, un peu moins ambitieuse, qui est programmée pour 2035 tout de même. Il s'agit, je cite, de réaliser les fondations de la modernisation socialiste. Et Xi Jinping a précisé le sens de cette expression lors de son discours au dernier congrès justement du Parti communiste chinois en 2022. Alors, à le croire, ça voudrait dire en gros atteindre le niveau de PIB par habitant d'un pays développé de niveau moyen, d'un pays européen par exemple, tout en faisant de la Chine un des premiers pays, un des fers de lance de l'innovation au niveau mondial. Il y a encore de la marge, il y a encore du boulot. Les Européens, les Israéliens, les Américains déposent beaucoup plus de brevets encore que les Chinois. Mais, pris d'un point de vue occidental, ces objectifs solennels peuvent nous sembler attachés à quelque chose de pittoresque, là, avec ces années symboliques et tout ça. Mais c'est une grammaire essentielle à la politique chinoise. Et c'est une grammaire qu'il faut avoir en tête si on veut comprendre la manière dont la presse, notamment occidentale, mais aussi chinoise, traite l'actualité politique. Parce que ces grands objectifs, ces leitmotifs, comme on dit, visent à mobiliser les énergies de tous les cadres du régime. Et ça, à tous les étages. Peu d'Occidentaux le savent, mais en fait, le Parti communiste chinois, il est présent dans chaque entreprise. Il est présent à chaque étage. Parce que c'est lui qui a le monopole de la discipline et des nominations. À l'étranger, il a même un contrôle impressionnant d'une diaspora chinoise qui est composée de plus de 50 millions
de citoyen. Si vous voulez aller plus loin et creuser l'idéologie qui sous-tend la conquête mondiale de Xi Jinping, lui qui parle depuis 2017 quand même de solutions chinoises aux problèmes du monde, je vous conseille de vous intéresser au concept du tout sous un même ciel. Il faut vous rappeler que le prédécesseur de Xi Jinping, Deng Xiaoping, avait théorisé le profil bas. Et il y a un livre que je vous conseille d'un philosophe qui s'appelle Zhao Tingyang, qui traduit un concept qui s'appelle le Tianxia, c'est le nom du livre. On pourrait le traduire justement par tout sous un même ciel. Ce livre est sorti en 2016 et il a beaucoup inspiré Xi Jinping avant que les éditions du CERF aient la très bonne idée de le traduire en 2018. Il l'a inspiré dans son discours du congrès de 2017. Il faut savoir que dès 2005, ce philosophe chinois avait imaginé ce que pourrait être une gouvernance mondiale à l'heure chinoise, en exhumant une notion formulée au premier millénaire avant notre ère, le Tianxia donc, qui littéralement est tout ce qui est sous le ciel. Il veut en faire aujourd'hui le concept diplomatique, philosophique, politique, qui permettrait de penser une souveraineté mondiale à l'heure où les Chinois, évidemment, auraient toute leur place, grâce à cette unification du monde sublunaire. On l'a vu au moment du Covid, on le voit dans, évidemment, le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique. La gouvernance mondiale prend de plus en plus de place. Mais pour lui, la pose philosophe, l'Europe n'a pas réussi en son temps à penser cette unité inclusive malgré trois modèles qui s'apparentaient de loin à ce fameux système du Tianxia. D'abord l'Empire romain, qui est basé sur la puissance militaire, l'organisation, puis derrière l'universalisme chrétien, qui lui cherche à unifier le monde par l'amour, par le concept, et à la fin, selon Zhao Tingyang, par provoquer une guerre spirituelle mondiale, donc l'envers de son modèle. Et enfin, il y a le modèle de Kant, celui de la paix perpétuelle, mais qui ne constitue pas un système d'intérêts communs qui serait en capacité de dépasser les intérêts nationaux. L'Europe, d'ailleurs, qui est un peu la religion de Kant, ne parvient pas à dépasser les intérêts nationaux. Alors, pour le philosophe chinois, le monde d'aujourd'hui reste un non-monde, c'est-à-dire un monde qui n'existe que géographiquement, mais qui n'existe pas politiquement. Les frontières existent encore, les frontières ont même droit à des éloges. Et selon lui, c'est parce que les Occidentaux eux-mêmes ont fondé le système international sur le modèle des États-nations, et sur l'hégémonie d'ailleurs de certaines puissances, notamment les Américains, tandis que la dynastie de Zhou, qui a régné de 1025 à 256 avant Jésus-Christ en Chine, interprétait ce qu'on appelle le mandat du ciel comme un concept universel, tout en tolérant aussi d'autres rapports au monde. Et cette inclusion va être, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, très très rapidement effacée par une centralisation du pouvoir en Chine autour de l'empereur et par un rejet de l'extérieur sous la dynastie des Qing. En manipulant cette idée d'un espèce de soft pouvoir antique, on comprend, et les historiens eux-mêmes d'ailleurs en débattent largement, que Zhao Tingyang cherche à répondre à un choc des civilisations. Vous savez, c'est le concept des conservateurs américains qui s'inspire de Samuel Huntington, qui avait publié en 1996 ce livre, Le choc des civilisations, et qui depuis a fait florès, notamment dans la droite, l'extrême droite, dans le monde entier. Et lui, le philosophe chinois, il avance qu'en fait, son système, c'est le seul capable, Tianxia, de mettre fin à la guerre froide déguisée qui ressurgit aujourd'hui parce que c'est le seul à dépasser les États-nations. Il dit, je le cite, que l'inclusion du monde sera la dernière question de la politique. Ce qui ne signifie pas la fin de la politique, mais ce qui signifie que l'inclusion du monde va devenir le cadre qui contient lui-même l'ensemble des problèmes politiques, un peu la métapolitique. Et c'est pourquoi le Tianxia peut devenir, selon lui, le méta-concept de réflexion sur la réponse finale de la politique. Sauf que, en réalité, il ne fait que présenter les démocraties occidentales d'une manière négative, arriérée. Il ne fait qu'attaquer les droits de l'homme comme des principes universels qui auraient été utilisés par les États-nations, et notamment par les États-Unis, pour défendre leurs propres intérêts, notamment politiques et économiques, leurs intérêts particuliers, partout dans le monde, pour coloniser. Et évidemment, il passe sous silence le fait que la vision harmonieuse et respectueuse des différences qu'il promeut, elle n'a pas du tout inspiré Xi Jinping, qui a passé les 10 dernières années à étouffer toute voix dissonante dans son régime et dans son pays.